cette victoire folle ce week-end, donc la première victoire sur une course longue, puisqu'il avait déjà gagné, vous savez, les courses, ce qu'on appelle les courses schlag. Moi, j'appelle ça les courses schlag éclatées au sol du samedi que personne regarde, là, les formats courts, là. Donc, la vraie course, ça y est, une vraie course, Oscar Piastri l'a gagné. Voilà, il l'a remporté avec l'écurie alpine. Non. Ah bah non. Ah bah non, c'est pas, il est pas chez Alpine. Mais attends, il devait signer chez eux, je crois, au démarrage, ouais. Parce qu'il l'avait, il l'avait encadré dans sa carrière et finalement il est chez McLaren. Ah oui, bah oui, c'est ça la différence, ouais. Alors lui a gagné donc avec McLaren. Alpine, eux, ils sont en fond de grille et Gasly, il a même pas pu prendre le départ. Enfin, il a abandonné au 34e tour, donc autant dire que c'est pas foufou. J'ai envie de te dire, dans la vie, il faut faire des bons choix. Voilà, la Fédération française de la loose a parlé. Visiblement, c'était donc un bon choix d'aller chez McLaren pour Oscar Piastri, puisqu'il est vainqueur donc du Grand Prix, que McLaren a la meilleure voiture du plateau actuellement et deuxième du championnat du monde. Allez, un 7e vainqueur différent en Grand Prix, mais la radio surtout a pris feu ce week-end, plus que Notre-Dame. Non, j'avoue, j'ai déconné. Non, on n'a pas le droit. Pardon, je m'excuse. La radio qui a pris feu quand même, parce que là, Norris forcément, McLaren s'est mis dans une situation un peu compliquée. Au gré des arrêts au stand, on va y revenir en mettant Norris devant Piastri. Et là, ils ont dû forcer Norris à laisser repasser Piastri. Et là, on peut dire qu'ils ont galéré. Ils ont vraiment galéré. On va y revenir. Était-ce le bon choix ? Pourquoi ça a mis autant de temps ? Pourquoi Norris a pris ce choix ? Comment il s'est retrouvé dans cette situation ? Voilà, on va y revenir. Et évidemment, il y en a un autre qui a cramé sa radio. C'est Max Verstappen qui a insulté son équipe pendant le Grand Prix et qui commence à perdre son sang-froid non légendaire. Voilà, c'est pas comme si c'était la première fois qu'il s'excitait quand même à la radio, le Hollandais. On va aussi retenir le petit mieux de Ferrari qui a fait des petits progrès ce week-end et s'est montré un peu plus dangereux aux avant-postes, même si c'est pas encore ça. Et Pérez, le siège éjectable, on attend la sortie. On décortique, on en parle, c'est enfin bon, bien sûr. Allez, on attaque tout de suite donc avec cette victoire d'Oscar Piastri sur cette saison complètement folle. Donc, notre 7e vainqueur de Grand Prix est là. Et au-delà de ça, écoutez, c'est aussi sa première victoire donc en course, vraie course, puisqu'on rappelle qu'il y a les courses sprint et les courses schlag qu'il avait gagné, puisqu'il avait remporté la course sprint en Belgique l'année dernière. Mais vous avez bien compris que là, tout le monde dit c'est sa première victoire en Grand Prix. Donc voilà, à quel point les courses sprint, ça compte toujours pas, et c'est de la merde. Voilà, donc super victoire d'Oscar Piastri ce week-end. Néanmoins, c'est pas ça qu'on aura retenu. Parce que la physionomie de ce Grand Prix a créé un imbroglio énorme chez McLaren qui a dû faire un swap, un échange donc de position entre Norris et Piastri. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a galéré à le faire. Voilà, très très drôle. Alors, avant de revenir sur ce sujet, on va quand même revenir sur la performance de McLaren ce week-end. 1 et 2 en qualif, 1 et 2 en course, très solide. La voiture la plus rapide du plateau, on le dit, ça fait un moment. C'est vrai qu'il y a eu un virage en Chine qui a été amorcé et petit à petit, on sent que la McLaren a pris le dessus. Et du coup, ce week-end, l'écurie McLaren est passée 2e du championnat du monde et en plus a marqué 43 points. Voilà, 43 points ce week-end quand Red Bull en a marqué 16. C'est 43 points McLaren donc en Hongrie, 16 pour Red Bull. À Silverstone, c'était 27 et 18 seulement pour Red Bull. En Autriche, c'était 31 et 25 seulement pour Red Bull. Donc ça fait un moment que l'écurie McLaren revient comme une bombe sur Red Bull. Et désormais, l'écurie McLaren n'est plus qu'à 51 points.
Et oui, 51 points de l'écurie autrichienne qui donc commence à se poser des questions parce qu'on vient seulement de passer la mi-saison. Et donc on n'est pas du tout à l'abri d'un retour de McLaren comme meilleure écurie du plateau. Alors on va revenir sur cet imbroglio entre les deux. Écoutez, qu'est-ce qu'on a ri parce que c'est une scène, voilà. Est-ce que McLaren aurait pu éviter cette scène? C'est une grande question. Déjà, comment McLaren s'est amené cette situation-là? Donc au départ, Lando Norris va malheureusement louper son départ alors qu'il avait fait la pole position, superbe position de Norris devant Piastri et Verstappen. Norris se trouve au départ, il va venir un peu tasser Piastri, puis va le laisser passer, sauf que à gauche de lui, sur l'extérieur du premier virage, il y a Verstappen qui arrive comme une bombe, qui essaye de passer, ça passe pas parce qu'il n'y a pas la place, Norris le fait un peu sortir, et Verstappen va prendre un maximum de vitesse et va ressortir devant Norris. Donc comme c'est évidemment pas possible légalement d'utiliser l'extérieur d'un circuit pour prendre une position, Verstappen deuxième, donc devant Norris troisième, va le relaisser passer. Mais le temps de le relaisser passer, il aura bloqué un petit peu, ce qui crée un petit gap, on va dire un petit gap confortable pour Piastri en tête. Et finalement, on se retrouve donc dans cette configuration. Premier donc Piastri, deuxième Norris, troisième Verstappen, quatrième Hamilton, cinquième Leclerc. Et c'est les 5 qui vont nous intéresser parce que c'est les 5 qui vont rester groupés. Et c'est aussi ce qui va conditionner ce qui se passe après. McLaren va alors faire le choix, c'est vrai, surprenant pour tout le monde puisqu'on connaît la règle, pour ceux qui ne la connaissent pas on la rappelle, lorsqu'on fait rentrer un pilote au stand pour changer les pneumatiques, on fait généralement toujours rentrer le premier pilote. On l'a vu sur l'ensemble des Grands Prix, ça se passe toujours comme ça, on favorise toujours le pilote qui est devant. Et là, on va faire rentrer Lando Norris en premier sur le premier arrêt. Qu'est-ce qui se passe? Ça se passe plutôt bien. Norris rentre, il ressort. Piastri est rentré au tour suivant et il arrive à ressortir devant Norris parce qu'il avait quand même un petit matelas, il avait 3 secondes d'avance. Un tour supplémentaire avec des pneus frais permet de reprendre 1 seconde et demie environ. Voilà, parce qu'on rappelle, donc on fait rentrer quelqu'un au stand, il ressort avec des pneus neufs, il peut attaquer sur cette gomme, forcément comme la gomme est neuve, et il peut revenir, et ça dépend des types de circuits, mais là en Hongrie c'était 1 seconde et demie plus rapide donc par tour. Donc il reprend 1 seconde et demie, mais il ressort quand même derrière Piastri. Donc, pour l'instant, pour McLaren, tout se passe bien, mais là, la petite cata, la problématique, l'épine dans le pied, au second arrêt, et refont le même process, et cette fois-ci, Norris, il ressort devant Piastri. Et là, très drôle, c'est la question. Le McLaren se lance donc à partir du 48e tour dans des échanges radio dantesques qui vont monter crescendo en nervosité et en pression avec Lando Norris pour lui faire comprendre qu'il faut qu'il redonne la position à Oscar Piastri puisque c'est l'écurie qui, par ses ravitaillements, a fait passer finalement Norris devant Piastri. Sauf que là, il y a un pépin, c'est que Lando Norris, il est deuxième au championnat du monde et qui joue la victoire là sur ce Grand Prix et qu'il n'a pas envie de laisser passer son coéquipier. Résultat du 48e jusqu'au le Grand Prix en comporte 71, je crois. Norris va refuser de laisser passer son coéquipier et il va le faire seulement qu'à 3 tours de la fin. Et là, on va revenir sur les échanges en eux-mêmes. Ça commence tout doucement finalement. McLaren rentre avec des petits petons sur ces échanges radio, puisqu'après ce ravitaillement, elle dit à Norris de prendre soin de ses pneus et donc de ralentir, en espérant bien sûr que Piastri se rapproche et que par là même il puisse donner un échange radio pour dire Piastri est derrière toi, est-ce que tu peux le relaisser passer puisqu'il était passé, il est plus rapide et finalement il était devant toi avant l'arrêt au stand. Sauf que Norris, il ralentit pas du tout, il va plus vite et il accélère le rythme petit à petit et il creuse l'écart avec son coéquipier. Il a environ 2 secondes et demie, presque 3 secondes d'avance après le ravitaillement. Il va porter cette avance à 5 secondes et les échanges vont monter. Ça va passer par du Nando, tu te rappelles de ce qu'on a dit sur les positions, donc là ça devient plus concret. Jusqu'à ces moments fatidiques, ces deux échanges radio qui vont se durcir et vont exprimer un peu tout
tout ce que McLaren fait peser comme poids sur la décision de Norris de ne pas laisser passer Piastri. Hein. Il dit Lando, tu sais ce qu'on a décidé ce matin, on a besoin de toi. Et puis son ingénieur qui lui dit s'il te plaît, échange les positions. On a l'air de quoi si une voiture de sécurité sort maintenant, parce que ça voudrait dire que les pilotes ne pourraient pas se dépasser, tu remporterais le Grand Prix. On aurait l'air de quoi? Il faut absolument que tu respectes cette décision. Et puis l'échange final, hein, l'estocade qui aura fait changer d'avis Lando Norris. Lando, tu ne gagnes pas un championnat du monde tout seul. Pense à ce qu'a fait Oscar pour toi. Pense à l'écurie. Tu vas te mettre à dos tout le monde si tu fais ça. Et ça, celle-là, elle fait mal. Celle-là, elle fait très, très mal. Et pour sûr, ça aura été l'estocade finale qui aura fait changer d'avis Lando Norris. Parce que oui, Norris, je pense qu'il ne voulait pas en fait rendre cette position. Et franchement, est-ce qu'on peut le blâmer ? Moi, je pense que personne n'ira blâmer la décision de Lando Norris de se poser la question de savoir s'il faut laisser Piastri devant ou pas, repasser. Parce que Lando Norris, avant ce Grand Prix, on aborde la mi-saison. Il est sur la voiture la plus rapide actuellement du plateau. Il est à 84 points de Verstappen. Alors oui, ça paraît loin. Mais bon, il se dit, on ne sait jamais. Le championnat pilote, on ne sait jamais. 84 points, voilà, s'il avait remporté la course, il aurait pu reprendre 15 points. Au lieu de ça, il en reprend que 8. Et au-delà de ça, il y a la victoire aussi de ce Grand Prix. Et il se dit, j'ai plus de rythme, qu'est-ce que je fais voilà. Et il s'est posé la question pendant longtemps. Alors, il y a deux sujets qui sont revenus. Le premier, c'est comment McLaren a pu se mettre dans cette situation-là. Honnêtement, c'est une situation qui est assez logique au vu de la physionomie de la course. Hein. En fait, on l'a dit, il y avait ces 5 groupés. Il y avait Verstappen qui était derrière. Il y avait Hamilton aussi qui était dangereux. Et Leclerc aussi, même si pour le coup Ferrari a fait rentrer Leclerc un peu trop tôt, je pense, sur son dernier arrêt. Mais voilà, il y a d'autres voitures qui étaient dangereuses et on a fait rentrer les 2 fois Lando Norris pour couvrir pour le premier arrêt Lewis Hamilton et pour le second Lewis Hamilton qui revenait et Verstappen aussi qui allait prolonger et rentrer un peu plus tard. Donc il fallait trouver un bon moment pour le faire rentrer, Lando Norris, ni trop tard ni trop tôt, suffisamment tôt pour qu'il ressorte devant Hamilton qui avec des pneus frais commençait à refaire son retard et suffisamment tard pour que Max Verstappen n'ait pas trop d'avantages en fin de course. Donc en fait, c'est cela qui a conditionné les rentrées au stand de McLaren. Et c'est logique, voilà, ce sont des arrêts logiques, et c'est assez logique qu'on se retrouve dans cette situation, et c'est pas un drame en soi. Le problème, c'est que l'échange de position, franchement, il est dur à demander, et c'est logique que Norris se pose la question jusqu'à 3 tours de la fin, parce que c'est pas vrai hein, que Norris mettra à dos tout le monde. Je suis pas sûr d'abord. Ça dépend de la physionomie. Et vu ce qu'a fait Norris, vu les performances qu'il a, je suis pas d'accord. S'il joue le championnat, à mon avis, on va jusqu'au bout. Et ça sera un incident à oublier dans le championnat. Un fait de course. On se rappelle du fameux Multi-21 Seb. Voilà, la Malaisie en 2013. Ça, c'est un fait marquant hein, de l'histoire de la F1. Malaisie 2013. Sébastien Vettel, donc, qui est chez Red Bull. Coéquipier avec Mark Webber, donc il a battu 2 années d'affilée puisqu'il est double champion du monde 2011, 2012, 2010 d'ailleurs aussi, donc triple champion du monde. Et en 2013 donc il arrive sur le circuit avec son coéquipier Mark Webber qui est devant et il reçoit l'instruction de ne pas attaquer Webber. Il n'écoute pas ça, Sébastien Vettel, il attaque et dépasse Mark Webber et ça crée une tension invraisemblable entre les deux. Mais à partir de là, Vettel s'est affirmé comme leader. Il a dit c'est moi le leader, je joue le championnat du monde et il a assommé son coéquipier à partir de ce Grand Prix. Je dis pas qu'il faut assumer Oscar Piastri, mais je dis qu'à un moment c'est pas le monde des bisounours. Lando Norris, s'il veut jouer un championnat du monde et qu'il veut gagner le championnat du monde pilote, et c'est son rêve, il était à 84 points, il pouvait reprendre 15 points, c'est énorme pour lui. Il a actuellement la meilleure voiture du plateau. Et donc, McLaren s'est retrouvé à faire des demandes insistantes. Ça a donné cette scène loufoque, mais logique. Bon, finalement, Norris aura cédé à 3 tours de la fin parce qu'il s'est dit quand même, c'est
peut-être pas le moment, à ce moment du championnat en tout cas. Je suis pas suffisamment proche de jouer le championnat du monde pilote pour me mettre à dos l'équipe. Et il a joué finalement fair play. Il aura laissé Oscar Piastri devant. Mais enfin, franchement, il a les boules et ça se comprend. Allez, on attaquait quand même l'événement, le fait de course, parce que cette radio quand même, elle aura dynamisé toute cette course à partir du 48e tour. Mais pas que, puisqu'on avait le festival Max Verstappen aussi ce week-end, le festival Maxou. Maxou donc avec son couteau qui insulte tout le monde, toute son équipe. Là c'était du grand Max Verstappen, bien sûr, sur sa Red Bull. Sa Red Bull, on le dit, elle n'est pas dominatrice. Red Bull n'est plus la meilleure voiture du plateau actuellement, c'est McLaren, ça se voit. Ils sont pas pour autant largués, ils restent à portée de tir quand même, et Max c'est très dangereux. C'est très compliqué parce que c'est pas en plus la typologie en fait de aérodynamique que Max il aime puisque lui il aime bien quand il y a du survirage et qu'il peut vraiment rentrer dans les virages. Et là c'est du sous-virage donc il aime pas du tout sur cette Red Bull. Et Max Verstappen, donc troisième, on l'a dit. Donc au départ, il vient un peu titiller les McLaren. Il doit déjà rendre cette position. Au début, je veux pas. On lui fait comprendre qu'il faut. Mais bon, Max tête de mule. Et puis, le deuxième fait de course, l'écurie Red Bull qui va commencer un peu à paniquer, va rentrer un peu tard. Donc Max Verstappen dans les stands. Et en le faisant rentrer à chaque fois un peu plus tard que ses adversaires directs qui sont Hamilton et Leclerc, parce qu'il n'est pas en bataille avec les McLaren, il n'a pas le rythme pour aller titiller vraiment les McLaren, et en le faisant rentrer à chaque fois un tour derrière, il doit redépasser Leclerc et Hamilton. Et lorsqu'il doit redépasser Hamilton, il galère, il arrive à dépasser Leclerc, mais il galère sur Hamilton jusqu'à cette tentative pour le moins le dive bomb quoi, le dive bomb de Max. Bon, je trouve que c'est un incident de course, c'est pas non plus un attentat ce qu'il a fait. Voilà, donc Verstappen qui va s'accrocher avec Hamilton, il va faire une espèce donc de dive bomb à la dernière minute pour sauter à l'intérieur. Et Hamilton va faire comme s'il y avait personne, qui fait comme si en fait il y avait pas de voiture en fait qui était à son intérieur de virage, et il prend le virage normalement. Bon, du coup il rentre dans Max Verstappen qui est en train de faire un tout droit. Du coup j'ai envie de dire les deux sont fautifs parce que il y en a un qui fait un dive bomb, de toute façon il va pas pouvoir prendre le virage. Max là il fait les freins un peu trop tard, et puis il y en a un autre qui fait pas l'effort de voir que y en a un qui lui fait une manœuvre à l'intérieur, et en plus il a pas dit Lewis qu'il l'avait pas vu, je tiens à le dire, et puis il fait semblant de tourner, et puis il dit merde, non mais attendez, c'est n'importe quoi, c'est une meuf qui pouvait pas passer. Oui, mais enfin tu le vois, si tu le laisses tirer tout droit, tu freines plus tôt, tu le laisses tirer tout droit et tu reprends le virage, et du coup tu vas ressortir devant. Donc voilà, les deux n'y ont pas vraiment mis du sien ou du leur en tout cas, mais bon, on est un peu habitué, Lewis et Max c'est pas les meilleurs potes, mais voilà, donc nouvel accrochage entre les deux. Mais avant ça, la radio de Max qui a chauffé, parce que donc on l'a dit, cette stratégie de Red Bull à le faire sortir un peu plus tard à chaque fois l'a obligé à redépasser ses adversaires directs, dont Leclerc, Hamilton, sur un circuit où c'est compliqué de dépasser, où il a galéré à dépasser le Hungaroring. Et Max s'est retrouvé à dire des insultes, voilà, donc Red Bull, son ingénieur qui lui dit Max, arrête de tirer sur les pneus, il faut qu'on se projette sur la stratégie de course pneumatique quand même. Si tu tapes trop dans tes pneus, dans ton capital pneumatique, on risque de pas pouvoir suivre la stratégie qu'on veut. Et je crois que Red Bull, ils voulaient un petit peu allonger leur relais pour faire un dernier relais très rapide, très agressif. Sauf que Max, il voulait pas rester coincé derrière Hamilton pour ça. Et donc il a tapé dans son capital pneumatique. Et voilà, lui qui insulte son ingénieur, laissez-moi faire. C'est à cause de vos stratégies de merde qu'on se retrouve là. Je me retrouve à sauver les meubles. Donc laissez-moi tranquille. Voilà, Max très peu diplomate avec son équipe, qui les a vraiment envoyés chier pendant la totalité du Grand Prix. C'est du grand Max, on adore. Voilà, il nous faut du spectacle comme ça, c'est magnifique. Voilà, qu'est-ce qu'il est drôle. Donc voilà, résultat quand même des courses, il s'est accroché bêtement donc avec Hamilton un peu sous la pression. Il va ressortir 5e et terminer donc 5e. Et puis voilà, à côté de lui, on va revenir quand même sur Sergio Pérez, parce qu'on va faire un volet Red Bull finalement.
Sergio Pérez, lui, qui va finir 7e de ce Grand Prix. Alors comment il atterrit 7e? Parce qu'il fait une très belle course, très solide, hein, Sergio Pérez. Le problème, c'est qu'il part encore en fond de grille, parce que Sergio Pérez, il est encore parti à la faute en qualification, et il partait encore du fond de grille en qualification, et ça, c'est vraiment absolument pas possible. On est sur une série de qualifications catastrophiques de Sergio Pérez. Sergio Pérez, donc, qui s'est lancé 16e sur la grille. C'est pas possible de se faire éliminer tout le temps en Q1 comme ça, quoi. Sur une Red Bull, on le sait, et on revient sur le fait que Sergio Pérez est en difficulté et est en danger, est en grand danger, à moins, alors moi c'est mon opinion, mais là, à moins d'une performance incroyable de Sergio Pérez, parce que là, c'est pas parce qu'il a fait une belle course, hein, on peut pas oublier sa qualification ratée, et le fait est qu'il finit 7e de cette course, à moins qu'il nous sorte la performance du siècle en Belgique. Pour moi, s'il n'est pas sur le podium en Belgique, c'est fini. Hein. C'est game over. Voilà. Il faudrait qu'il arrive à battre Max Verstappen, ce qui n'arrive pas, faut le dire. Et puis la Red Bull actuellement, elle est pas bonne. Donc, elle n'est pas à son max en tout cas. Donc, je vois pas comment il va s'en sortir. Pour moi, c'est quasiment déjà terminé pour Pérez. C'est plié bagage. La logique voudrait que ce soit Tsunoda, qui fait quand même des très bonnes performances avec Red Bull VB Cash, et qu'on laisse Liam Lawson prendre la place de Tsunoda justement, ou bien qu'on rétrograde Pérez chez Red Bull VB Cash. Mais bon, en tout cas là je pense que c'est la fin du parcours pour le Mexicain. Hasta la vista, luego. Allez, afin de conclure ce grand volet, vous l'avez vu, hein, on a fait un point complet sur la situation McLaren, mais le retour de McLaren en force, et qui est le danger McLaren. 51 points seulement de Red Bull, on le rappelle. Ils sont dangereux. Et la performance de Red Bull, on va revenir sur la petite performance, le petit mieux quand même de Ferrari ce week-end, qui s'est montré plus dangereux. On va mettre à part Mercedes, qui a fait plutôt un Grand Prix de Hongrie plutôt correct, hein. Malheureusement, George Russell qui a été pénalisé par une erreur en qualification, et du coup qui a été obligé de faire une remontada, mais voilà. Pour Ferrari, ça a été un peu mieux quand même, on a senti un peu plus de consistance, ils sont vraiment revenus à ce niveau de Mercedes, et je pense qu'ils vont s'appuyer là-dessus pour amener des évolutions. Le problème, c'est qu'il n'y aura pas d'évolution, à mon avis, avant peut-être Monza, et donc ça veut dire qu'il va falloir serrer les fesses en Belgique et aux Pays-Bas. En tout cas, on n'aura pas un gain de performance. Mais en tout cas, voilà, il limite la casse, 4e et 6e. Il marque 20 points, c'est honnête, hein, c'est quand même 4 points de plus que Red Bull. Oui, hein, c'est plus de points que Red Bull, hein, quand même sur ce week-end. Voilà, prochain Grand Prix donc en Belgique, juste avant la trêve estivale. Alors honnêtement, qu'est-ce qui nous intéresse en Belgique? De savoir si McLaren va marquer encore plus de points que Red Bull. 2, est-ce que Lando Norris va marquer plus de points que Max Verstappen et va se montrer avant la trêve finalement un danger en termes de championnat pilote, peut-être. Voilà, il y a 76 points d'écart entre les deux pilotes. Donc il faudrait réduire cet écart drastiquement, peut-être s'il y a une contre-performance. Où va se situer Sergio Pérez, surtout sur ce Grand Prix? C'est ça qu'on va regarder en Belgique. Sergio Pérez qui est sur un siège éjectable. On en discute, on en parle au prochain Grand Prix, et ça sera toujours avec Enfant Bon, bien sûr.